Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Smart Base RH. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Priscilla Toy, docteur en sciences sociales qui travaille sur des sujets passionnants comme les discriminations linguistiques, le bilinguisme, la diversité culturelle et le management Interculturel. magnifique. Du coup, Priscilla, merci énormément d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce qui vous a mené à ces thématiques ? Merci Edouard, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Donc Priscilla Toy, je suis docteur en sciences sociales, spécialisée en sciences du langage. Ce qui m'a amenée à travailler donc sur les thématiques que vous avez évoquées, donc les discriminations linguistiques et culturelles, la diversité linguistique et culturelle, l'interculturalité, l'altérité, le plurilinguisme, le bilinguisme, etc. C'est que je ne sais pas forcément si c'est relié, mais je suis originaire d'Île-Maurice, je le dis, puisque je pense que ça a contribué à mon intérêt pour le multiculturalisme, puisque je suis née et j'ai grandi à l'île Maurice, donc dans un lieu très multiculturel. Et ce qui m'a amené plus précisément à m'intéresser à l'insécurité linguistique, puisque ça a été le sujet de ma thèse, c'est parce qu'au départ, je me destinais aux langues. Enfin, au départ, je voulais être prof de langue, de français. J'ai été prof de français, d'anglais, de français langue étrangère. Et ensuite, lorsque je travaillais à l'Institut français de Maurice en tant que formatrice et ensuite en tant que directrice du centre de langue, j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi en tant que formatrice et en tant que directrice du centre pour me dire je suis mal à l'aise, j'ai honte du français que je parle alors qu'on est francophone à l'île Maurice. On est francophone, le français est considéré comme la langue maternelle de certains Mauriciens, peut-être pas tous, mais si ce n'est pas une langue maternelle, c'est une langue seconde. Et ces personnes se disaient oui, j'ai honte, c'était les mots qu'ils me disaient. Et je ressentais une profonde souffrance chez ces personnes, puisqu'il faut savoir qu'à l'île Maurice, il y a pas mal d'expatriés maintenant, de call centers, de délocalisation, donc d'industries, d'entreprises françaises installées à l'île Maurice. Et ces Mauriciens, qui avaient quand même un certain niveau d'études, hein, je dois dire qu'ils étaient... qu'ils avaient fait des études diplômées, voilà, peut-être souvent dans des pays anglophones, aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre, et qui revenaient à Maurice et qui se sentaient en insécurité linguistique. Voilà, bien sûr, ils ne le disaient pas comme ça, mais ils me disaient, voilà, j'ai honte, je suis mal à l'aise, je ne suis pas confortable. Et donc, voilà, ça m'est venu comme ça de m'intéresser aux discriminations linguistiques. Donc Priscilla, vous parlez souvent des discriminations liées à la langue. Concrètement, on aimerait savoir en fait comment la façon de parler d'une personne peut-elle entraîner des discriminations tant dans la vie quotidienne qu'au travail. Alors, je vais rester sur cet exemple de l'île Maurice, du terrain mauricien que je connais bien puisque j'ai travaillé dessus, mais ça peut aussi bien sûr s'appliquer à la France, hein, à la France métropolitaine. Dans le cas que j'ai étudié, justement, ces personnes, donc qui étaient francophones, qui avaient le français comme langue maternelle, étaient en formation pour se perfectionner en français. Et elles me disaient, mais je souhaite parler comme un Français de France. Voilà, c'est encore le Français de France, en sachant que le Français de France, il y a aussi plusieurs accents, comme on le sait. Donc il y a le Français marseillais, de Marseille, du nord de la France, etc. Et pour eux, c'était le Français de France. Il y avait cette norme, enfin cette injonction sociétale, ou même de l'entreprise, qui leur disait, enfin, qui leur faisait sous-entendre que le français, enfin l'accent mauricien, n'était pas celui qui était attendu. Priscilla, merci pour toutes ces précisions et pour ponctuer vos propos, vous avez souhaité qu'on parle d'une citation d'Annie Ernaux, prix Nobel 2022 et plus notamment dans un ouvrage qui s'appelle La Place. Attention, citation. Pour mon père, le patois était quelque chose de vieux et de laid, en signe d'infériorité. Il était fier d'avoir pu s'en débarrasser en partie, même si son français n'était pas bon, c'était du français. Pourquoi cette citation ? Je pense que c'est très révélateur hein, de marqueurs sociaux, langue comme marqueur social
et ici révélateur de souffrance, qu'il faut se débarrasser de son patois qui fait son identité pour justement se conformer aux injonctions, à tout ce qui est attendu du français comme étant la norme pour pouvoir évoluer au sein de la société. Et ça, enfin, ça me fait aussi penser à Bourdieu, le sociologue, qui a dû aussi se débarrasser de son accent du Béarn lorsqu'il est arrivé à Paris pour être accepté. Je fais encore d'autres parallèles Bien avec sûr. des journalistes Oui. qui viennent du sud, ou enfin, de province, qui ont dû gommer, se débarrasser de leur accent pour pouvoir intégrer enfin, on ne va pas entendre sur la non. TF1 des accents. Ou Enfin, même de journalistes ultramarins aussi. On retrouve oui, aussi tout à fait, ces tout à fait. Mm. Et aussi des profs de français. Moi, personnellement, j'ai des amis qui m'ont dit, dans un jury de CAPES, on leur a dit: ah, mais avec l'accent que vous avez, c'est pas possible d'être professeur de français. Elles avaient un accent du Sud. Merci Priscille. Donc, vous évoquez également dans vos recherches des notions comme l'insécurité linguistique et la glottophobie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ces termes signifient et comment ils se manifestent dans les relations sociales et notamment par rapport aux exemples mauriciens qu'on vient d'évoquer? Alors, l'insécurité linguistique, c'est une notion, un sentiment. Le terme, il nous vient de William Labov, qui est un sociolinguiste, donc un peu pionnier dans la matière, qui parle de variation linguistique. Et le terme lui est venu lorsqu'il est, enfin je vais vous faire la faire court, hein. Lorsqu'il était, il était sur le terrain, donc à New York. Il a fait une étude donc, dans 3 différents malls, donc centres commerciaux. Celui qui était fréquenté par la classe populaire, là il n'y a pas de, enfin, c'est pas du tout péjoratif lorsque je l'utilise, classe moyenne et classe plus haute. Et ce qu'il a remarqué, c'est que les personnes issues de la classe populaire essayaient d'imiter ceux qui étaient de la classe moyenne. Et réciproquement, la classe moyenne essaye d'imiter voilà, la classe supérieure. Tout à fait, en roulant le R d'une certaine manière. Ah d'accord. C'était en particulier avec ce R. Et donc l'idée, c'était de montrer que ces personnes donc, étaient en insécurité linguistique. Voilà, on est en insécurité linguistique puisqu'on aspire à imiter ou à parler une norme qui est attendue. Socialement supérieure. Voilà, c'est cela. C'est l'insécurité linguistique. Donc, il y a une certaine honte de la manière dont on parle. Et la notion de glottophobie, c'est lié aussi à ce terme-là ou c'est encore un peu différent? C'est lié. On ne peut pas parler d'insécurité linguistique sans parler de glottophobie et inversement. La glottophobie, donc glotto, qui est une partie du larynx, la glotte, et phobie, forgée sur le terme xénophobie, etc., qui nous vient de Philippe Blanchet, qui est professeur des universités à l'université de Rennes, et qui a forgé donc ce terme glottophobie. Donc il l'a voulu, il a vraiment dit qu'il voulait que ce soit une discrimination reconnue et liée aux personnes et non aux langues, puisqu'on ne discrimine pas les langues, mais on discrimine les personnes. Et les langues, elles n'existent pas sans les personnes. Donc c'est une discrimination liée à la personne, puisque quand on dit discrimination linguistique, on se dit, bon, ben voilà, c'est une discrimination linguistique, enfin, sur les langues, par la langue, alors que les langues, elles n'existent pas sur les personnes. Je pense que c'est important de le préciser. Ça reste un outil de communication. Tout à fait. Et quand on dit aussi personne, c'est aussi l'identité d'une personne que l'on attaque. Si on lui dit, tu parles mal ta langue, parce qu'on a pris l'exemple de l'île Maurice, mais ça peut aussi être l'exemple au Canada des francophones qui ont le français pour langue maternelle. Et là, il y a par exemple Annette Boudreau qui a aussi beaucoup travaillé sur ces questions d'insécurité linguistique en Acadie, puisqu'elle est de cette partie et non pas du Québec. On connaît moins le français acadien par rapport au français québécois. Et elle le disait, elle s'est sentie stigmatisée. Quand on vous dit vous parlez mal votre langue et vous n'avez pas, enfin, même si elle maîtrise l'anglais, le français c'est sa première langue. Imaginez quand on vous dit vous parlez mal votre langue, c'est votre identité qui est. On remet beaucoup de choses en question, c'est sûr. Tout à fait.
Dans vos recherches, Priscille, vous montrez notamment que la langue peut jouer un rôle dans la transformation des villes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment la façon dont les gens parlent peut influencer l'image ou l'identité de certains quartiers ou espaces urbains? Alors, je reprendrai l'exemple de l'île Maurice que je connais bien et que vous avez. Enfin, je pense que c'était une recherche que j'avais faite sur ce terrain. Je pars de cet exemple à l'île Maurice, puisqu'il faut savoir qu'à l'île Maurice, en ce moment, il y a eu, on va dire, un gros changement au niveau de la population. Suite à une expatriation, on va dire une grosse expatriation de Français qui arrivent, qui viennent à l'île Maurice, et de Sud-Africains. Donc, ce qui fait qu'au niveau du paysage sociolinguistique, il y a de l'anglais et du français qui étaient déjà présents, et vu que ce sont des natifs, entre guillemets, qui arrivent, les langues sont considérées de ce point de vue. Il faut parler comme un Français de France. Peut-être pas comme un Anglais d'Afrique du Sud, pardon, mais ce sont quand même des modèles d'exemple de locuteurs natifs, entre guillemets. Puisqu'à l'île Maurice, il faut savoir que les langues se côtoient, se mélangent, se juxtaposent. Et donc, cette expatriation de plusieurs communautés, par exemple, à l'île Maurice, beaucoup de Français iront... c'est à l'ouest, dans une ville qui s'appelle Tamarin, alors que beaucoup de Sud-Africains le retrouvent aussi au nord, un petit peu ségrégés, on va dire. Oui. Okay. Et ce qui fait que ces personnes, forcément, elles côtoient aussi d'autres Mauriciens assez aisés qui maîtrisent aussi l'anglais et le français. Et côtoie aussi donc des malls, ce qu'on appelle des malls, des centres commerciaux. D'accord. Ah oui, les malls. Le mot en anglais. Et des cafés, enfin des lieux donc un peu, on va dire, tendance, voilà, enfin très à la mode. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que ces Mauriciens aisés qui veulent, voilà, enfin côtoyer, être assimilés, voilà, à un certain niveau de vie, on va dire des nouveaux riches entre guillemets, que j'ai pu aussi côtoyer puisque j'ai travaillé dans une école internationale privée à l'île Maurice, où j'étais vraiment en contact avec ces personnes et je voyais vraiment, enfin, du point de vue de la sociolinguiste, c'était très intéressant de voir entre ce qu'on appelle des nouveaux riches et des riches, enfin, de plusieurs générations, enfin installés, enfin à Maurice et qui étaient des héritiers, voilà, donc et c'était intéressant alors que ces nouveaux riches, entre eux, ils parlaient en créole, en fait, entre adultes, le couple. Et lorsqu'ils se retrouvaient dans ces milieux entourés, voilà, de cafés, en fait, ils parlaient en français à leurs enfants. C'était particulier. Une sorte de honte, un petit peu de la langue ou... Je ne dirais pas que c'est une honte parce que je pense qu'on accepte, on se dit le créole c'est notre langue, notre langue identitaire, on est maintenant de plus en plus fiers de revendiquer sa langue maternelle, mais face aux autres, il y a comme ce besoin de montrer qu'on maîtrise aussi la langue de prestige, la langue de ce qu'on appelle des anciens colons, donc les langues prestigieuses qui restent l'anglais et le français. C'est un peu les langues de la modernité, les langues de l'ouverture. Et d'un point de vue administratif, comment ça fonctionne? Je veux dire, est-ce que du coup, parce que vous nous expliquez un petit peu plus tôt que le français était reconnu, on va dire un peu comme la deuxième langue officielle, est-ce que du coup les Mauriciens vont travailler, s'organiser, on va dire en français ou en créole? Alors, oui, c'est une bonne question, c'est très complexe puisqu'on dit souvent en sociolinguistique que l'île Maurice est un vrai laboratoire de langue, un laboratoire sociolinguistique, c'est souvent cité comme modèle, puisqu'en l'île Maurice, il faut savoir que ça a été colonisé par les Français d'abord et ensuite les Britanniques, et c'est maintenant une république, donc indépendante. Et le fait qu'il y ait eu ces deux colonisations fait que ces deux langues coexistent. D'accord. Et dans la constitution mauricienne, en fait, il n'y a pas forcément de langue officielle, mais oui, voilà, ce n'est pas écrit, mais implicitement, de manière, l'anglais est considéré de facto comme la langue officielle, puisque c'est la langue du tribunal administratif, la langue administrative, etc., la langue de la scolarité, mais
ce qui est marrant, c'est qu'à l'oral, tout le monde va communiquer en français pour des voilà, ou en créole si c'est plus informel. Alors que l'anglais, ça reste la langue de l'écrit. Voilà, c'est très complexe. Donc, ce qui fait que finalement, c'est une vraie richesse linguistique et que tous les Mauriciens sont au moins trilingues. Par exemple, donc de par les études que vous avez pu mener, les interactions que vous avez pu avoir, votre expérience personnelle aussi, quels ont été, on va dire, les éléments, donc vous nous parliez en effet des Mauriciens, est-ce que vous avez d'autres exemples de discrimination que vous avez aperçus concernant le quotidien ou au travail? Ah oui, bien sûr. Donc, j'ai pu rencontrer ici en France aussi des personnes qui me disent parce que j'ai un accent, je suis du Sénégal ou je suis née en France et je viens d'un certain milieu social, voilà, enfin, qui fait que voilà, j'ai un accent des banlieues, alors que cette personne occupe une position très privilégiée au sein de la société, mais elle a gardé son accent de banlieue. Et parce qu'elle travaille dans le tourisme, on lui dit bah non, vous ne pourrez pas rencontrer telle ou telle personne. On ne lui dit pas bien sûr comme ça, mais elle se rend compte que parce qu'elle a un accent de banlieue, bah, on lui dit bah non, ce sera quelqu'un d'autre qui fera le speech ou la rencontre, le rendez-vous. Donc voilà, c'est problématique puisqu'on a tendance à mélanger en fait accent ou injonction, enfin d'avoir une certaine manière de parler avec compétence. Donc ce qui est tout à fait pas du tout la même chose. Oui. Très opposé. Bah, merci parce qu'en effet, c'est des éléments très clairs et qui permettent de se projeter en fait sur les discriminations qui peuvent exister sur ce sujet. J'aimerais maintenant, donc vous avez abordé votre expérience personnelle, les rencontres que vous avez pu avoir. J'aimerais savoir aussi, en lien avec votre expérience et vos recherches, comment est-ce que votre approche personnelle influence, si jamais c'est le cas, votre façon de travailler et d'analyser les situations? Alors l'approche personnelle, je dirais plutôt que je pars d'une approche biographique, une approche autobiographique qui est reconnue de plus en plus en sciences humaines et sociales maintenant, puisque comme le dit Bourdieu, il faut objectiver sa subjectivité. Je commence souvent mes conférences en disant où je me situe. Je me situe donc, quelle est ma posture en tant que chercheur. Je pense que c'est important, en particulier en sciences humaines et sociales, puisqu'on étudie des êtres humains, et de s'auto-analyser soi-même avant d'étudier les autres. Je pars de ce principe, enfin je pars, c'est pas que moi, parce que j'ai été formée au sein de DINADIV, donc le laboratoire de Tours, qui est un petit peu un des pionniers enfin de cette réflexion par rapport au récit de soi, à l'approche autobiographique. Donc, on est dans la réflexivité et qu'on ne comprend les choses, qu'on interprète les choses que par son expérience, son propre vécu. Donc, on parle d'empirisme, de vécu personnel et professionnel qui font qu'on comprend telle chose de manière différente ou pas. Et on peut aussi être issu de la même fratrie et ne pas avoir la même interprétation des choses. Donc on prône de plus en plus là en sociolinguistique et en sciences humaines et sociales cette approche biographique qui est un petit peu une méthodologie innovante en sciences humaines et sociales, quoique comme je le disais, pas toujours, pas toujours unanime, hein, oui, puisque le chercheur, le scientifique se doit d'être neutre. On a cette image du scientifique neutre, objectif, alors que, voilà, enfin, je le dis, on est tous des êtres humains, on a tous nos biais et qu'il est important de le souligner, surtout en SHS. Bah, merci pour tous ces détails par rapport à la situation sur l'île Maurice. J'aurais encore une dernière petite question. Donc, on a abordé en effet les disparités qu'il pouvait y avoir par rapport au public, par rapport au quartier, par rapport aux ambiances qu'il y a et donc l'intérêt de pouvoir parler français. Est-ce que le fait de parler français peut aider une personne à monter socialement dans un contexte comme celui de l'île Maurice? Alors, comme je le disais, donc le français, c'est considéré comme la langue de prestige, puisque tout le monde maîtrise plus ou moins le créole. Enfin, c'est la langue nationale, c'est la langue, on va dire, la langue parfois même minorisée ou minorée par rapport aux langues prestigieuses que sont les langues internationales, l'anglais et le français. Et donc, en effet,
si on veut se bien voir, si parfois on a besoin de prouver quelque chose, ces personnes, elles vont justement utiliser le français. Et on parle souvent d'un français créolisé ou d'un créole francisé. C'est très complexe, oui. Et souvent, enfin, de par le vocabulaire ou la manière de parler de quelqu'un, on arrivera à situer son niveau, son niveau social ou voilà, aussi son niveau d'éducation. Et donc, comme les personnes veulent montrer voilà, qu'elles ont un tel niveau, X niveau, elles vont forcément vouloir se présenter, parler en français. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Priscille. Vous avez aussi écrit que la sociolinguistique peut nous aider à remettre en question des idées reçues sur les langues. Mais du coup, comment peut-elle nous aider à mieux comprendre et combattre les injustices liées aux différences linguistiques? Alors, vaste question à laquelle je vais essayer de répondre brièvement. Lorsqu'on parle de sociolinguistique, enfin déjà je pense qu'il est important d'expliquer ce que c'est que la sociolinguistique. C'est l'étude des langues par rapport à la société, en société. On s'intéresse vraiment aux côtés sociaux des langues. Et donc la sociolinguistique, elle permet de déconstruire certaines idées reçues. Ce qu'on entend souvent, par exemple, ce qui me vient en tête, c'est on parle du déclin de la langue française, parce que voilà, il y a eu pas mal de termes qui sont rentrés. Et que pour la sociolinguistique, donc, on privilégie donc cette variation linguistique. C'est tout à fait normal. Les langues, elles évoluent. Bien sûr. On ne parle pas le même français qu'à l'époque de Molière ou de Chrétien de Troyes. À Tours, si, en effet. Donc oui, la langue, elle évolue et elle intègre justement ces mots, ce qu'on appelle des emprunts, venus de diverses autres langues. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas rester dans une langue qui n'a pas évolué, sinon c'est une langue morte. Et là, on parle de langue vivante. Donc, elle tente de déconstruire ces stéréotypes. Un autre exemple, c'est que la sociolinguistique, elle privilégie la diversité linguistique et culturelle. On ne parle pas d'un français, d'une langue française, mais de langues françaises au pluriel. Ça inclut les accents ou c'est encore un autre sujet quand vous parlez de langue française? Ça inclut les accents. Ça inclut les accents puisque c'est des variations. Enfin, on parle de variations de français. Il n'y a pas un français de France. Déjà en France, il n'y a pas qu'un français. Non, c'est sûr. Donc, qui inclut voilà, le français du Québec, du Sénégal, de l'île Maurice, etc. Donc, il y a des Français. Et donc, dans la sociolinguistique, on retrouve évidemment, on va dire, les ajouts qui peuvent être faits par différents, j'allais dire, dialectes parlés ou ce genre de choses, d'éléments qui ont été ajoutés par une population. Donc, c'est un changement, on va dire, de fond, parce qu'on change les mots, mais aussi de forme, avec la manière de prononcer, de changer. C'est inclus aussi là-dessus ou pas tant? Oui, que la prononciation, elle évolue en ça. fonction géographiquement ou socialement, etc. Tout à fait. Et le terme que vous avez utilisé, le dialecte, encore une fois, pour un linguiste, toutes les langues se valent. Dire que c'est un dialecte ou un patois, c'est une manière de dénigrer la langue de l'autre, en effet. Voilà, c'est encore une fois des idéologies. On parle de plusieurs langues, pas de dialecte, pas de patois, pas d'accent. Du point de vue sociolinguistique. Linguiste, oui. Puisqu'un dialecte, c'est quoi la différence entre un dialecte et une langue? C'est qu'elle est hiérarchiquement... oui, vous avez raison. Il y a la langue générale et le dialecte en dessous qui va influer. Rapport de pouvoir et de domination. Donc dire que toi, tu parles un patois ou un dialecte, le patois du paysan ou le dialecte d'une personne qui vient des îles, c'est une manière de dire... Dévaloriser. Voilà. Donc on parle même de... discrimination. Oui, de ce qu'on appelle, Bourdieu appelle cela la violence symbolique. D'accord. Eh ben, c'est très clair, merci pour cet exemple. Et du coup, j'aurais une dernière question à vous poser pour nos auditeurs et particulièrement les professionnels qui nous écoutent et qui nous regardent. Quels conseils vous pourriez donner aux professionnels des ressources humaines pour qu'ils puissent mieux intégrer et valoriser en fait la diversité linguistique dans leur entreprise? Alors, j'aurais tendance à dire que déjà la diversité, c'est une richesse, c'est une vraie richesse. Imaginez si on était tous habillés en blanc et noir et qu'on se ressemblait tous. Ce serait pénible. Je pense que ce serait très, très monotone. Donc, oui, ce que je dirais, c'est la variété des accents. Enfin, c'est une vraie richesse et que cette diversité, c'est l'innovation en entreprise. Ce qu'on peut faire à son échelle au niveau micro, c'est déjà
essayer, puisque je sais bien que c'est intégré, hein, on a été formaté, on se moque, enfin ça nous est tous arrivé hein, de se moquer d'un accent, enfin même si maintenant ça se fait de moins en moins, Bien sûr. mais déjà à notre échelle, ne pas faire des remarques blessantes, c'est aussi la répétition, puisque les personnes que j'ai interrogées sur mon terrain, elles me disaient, mais c'est à force d'entendre dire qu'on parle mal sa langue, en fait on se dévalorise, c'est une perte d'estime de soi. Et on se remet en question. On a honte d'avoir honte. En fait, on a honte de parler la langue qu'on a, alors, et on ne peut pas parler autrement. C'est quand même violent. Oui, Donc, du coup, par rapport à un professionnel RH, ce serait plutôt d'être sensible à ces éléments-là et de limiter au maximum les plaisanteries, les moqueries qui pourraient être effectuées. oui. par Et rapport à déjà cette langue. être sensibilisé, je pense, à Bien avoir des sûr. formations dessus, puisque souvent on se dit, ben, en fait, on n'était pas au courant. Mm. Être sensibilisé, déconstruire les stéréotypes. Je pense que c'est important aussi de déconstruire, puisqu'on en a tous. Hein, en tant qu'être humain, on a tous des stéréotypes et le cerveau, il est formaté pour simplifier. Et donc, voilà, Mettre dans des simplifier, cases oui, le plus mettre dans des rapidement. cases, c'est humain. Donc, être sensibilisé à cela et à son échelle, essayer de ne pas avoir ces comportements, enfin déjà ces remarques qui ensuite agissent sur le comportement envers l'autre et qui devient discriminant. Bah, écoutez, c'est très clair. Nous devrons faire plus attention maintenant. Je tiens à vous remercier énormément, Priscille, d'avoir répondu à notre invitation. On est très content d'avoir pu passer ce moment avec vous. Je vous laisse la parole si jamais il y avait quelque chose que vous souhaitiez mettre en avant, que ce soit comment on peut vous contacter notamment, où c'est, comment vous joindre, ce genre d'éléments. Alors, on me contacte, enfin, j'ai mon site web puisque j'ai créé un cabinet de conseil et de formation pour parler, pour sensibiliser justement sur ces thématiques liées aux discriminations linguistiques, donc Paringalang, Paringalang. On mettra tous les éléments en description. Paringalang, donc le site web.fr, donc pour Paringalang, pour parité, interculturalité, égalité par la langue. Et on me retrouve aussi sur LinkedIn avec Priscilla Toy. Eh ben, c'est parfait, on n'a plus qu'à. Et je profite de l'occasion aussi pour rappeler à tout le monde qu'on organise le Smart Day RH le 12 décembre prochain dans nos locaux à MAM. Pareil, vous retrouverez tous les détails de cette magnifique matinée qui est totalement gratuite, donc venez nombreux. On discutera évidemment RH, on discutera QVT, recrutement, fidélisation, IA, management intergénérationnel, pratique managériale, plein de sujets qui parlent à beaucoup de personnes. C'est totalement gratuit, donc venez et on compte sur vous. Vous trouverez du coup toutes les informations en description de la vidéo et on espère vous voir très vite. Eh bien, Priscille, merci beaucoup encore une fois. À très bientôt à tous pour du coup de nouveaux échanges sur l'innovation dans les ressources humaines.